Alors, bonjour, cette semaine, on reçoit le bâtonnier du Québec, Paul-Mathieu Grondin, qui est en fait le plus jeune bâtonnier de l'histoire québécoise. Paul-Mathieu, bonjour. Salut Frédéric. Explique-nous donc, explique aux auditeurs, moi j'ai une vague idée, Ouais. à quoi ça sert, ça, un bâtonnier, qu'est-ce que ça fait? Donc, essentiellement, tu es le président de l'Ordre professionnel des avocats, le barreau du Québec. Donc, tu signes tout plein de papiers, tu prends tout plein de décisions, tu t'occupes de l'inspection des avocats, tu t'occupes du syndic, donc plein de choses. Puis, des fois, une fois de temps en temps, tu interviens dans les médias comme ici aujourd'hui. Est-ce que tu protèges l'intérêt public comme bâtonnier? Oui, absolument. Donc, il y a souvent l'espèce de conception disant que le bâtonnier est là un peu pour défendre les avocats. C'est pas vrai. Notre mission, c'est la protection. l'inverse. C'est ça, c'est la protection du public. Donc, en fait, M. le bâtonnier est là pour vous défendre, vous, et pour me surveiller, moi, essentiellement. Donc, il y a plusieurs enjeux absolument névralgiques. Quand tu es arrivé dans une... tu vas me dire qu'il y en a toujours des enjeux névralgiques quand on est bâtonnier, mais tu es quand même arrivé à une période charnière sur plusieurs enjeux de taille. Par exemple, si on parle d'accès à la justice, je sais que ça intéresse la grande majorité de nos auditeurs qui en ont nécessairement souvent entendu parler, et peut-être même malheureusement se sont butés à cette espèce de difficulté-là, cet obstacle-là qui est celui d'accéder à la justice de manière raisonnable. Quel est, dans un premier temps, ton bilan à cet effet-là et quelle est ta perspective d'avenir? Alors, j'essaie toujours de l'expliquer de la même façon. Je pense qu'au Québec, on a un système de justice qui est un peu à trois vitesses. On dit que la santé, c'est deux vitesses souvent. Ouais. Au Québec, je dirais que c'est à trois vitesses. Donc, tu as en bas, tu as l'aide juridique, si tu veux, où c'est des gens extrêmement compétents qui s'occupent des moins bien nantis d'entre nous, donc ceux qui font le salaire minimum à l'année ou moins. Et c'est des gens très compétents, mais c'est vraiment à volume. OK? Donc, l'aide juridique, c'est vraiment à volume. Ma mère a été adjointe au bureau d'aide juridique de Mont-Laurier pendant 35 ans. Salut, maman. Donc, salut, maman Frédéric. Donc, après ça, tu as en haut, donc ceux qui ont les moyens de se payer des avocats, donc qui peuvent se permettre les débats qu'ils veulent un petit peu dans le système juridique, dans le système judiciaire. Et puis, dans le fond, tu as le milieu, donc la classe au milieu où on a de la difficulté entre ce que ça coûte et le résultat qu'on obtient à la fin. Mais je te dirais que c'est surtout dû au temps qu'il nous faut. Pour mettre dans le système. Donc, c'est très, très long d'arriver à la fin. Donc, si on pouvait un peu changer ça, je pense qu'on pourrait s'en sortir beaucoup mieux. Il y a une question difficile. Plusieurs se la posent actuellement. Nous avons, parce que je suis du barreau aussi, pour ceux qui en doutaient, là, j'ai payé mes cotisations. Nous avons sale réputation, professionnellement parlant, dans les sondages annuels, de manière quasi systématique. Nous sommes dans les 2, 3, 5 professions les plus détestées, ou en tout cas, du moins, il y a une certaine méfiance. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Comment on casse cette perception-là, ultimement? Premièrement, est-ce qu'elle est justifiée? Et deuxièmement, comment on la casse si elle n'est pas le cas? Donc, je vais essayer de répondre en deux temps. Okay? Donc, premièrement, à savoir s'il est justifié ou pas, la réponse est non. Je pense pas qu'elle est justifiée. Je pense que les avocats, c'est des gens qui travaillent très, très fort, là, entendons-nous. Puis, pour ceux là, qui auraient le mythe de l'espèce d'avocat trop riche au-dessus de ses moyens, il faut savoir que le salaire moyen de l'avocat se rapproche beaucoup plus de celui d'un infirmier, d'une infirmière. Il est de combien, en fait? Écoute, c'est très difficile d'établir la statistique là, moyenne, mais dans le coin d'à peu près 65 à 70 000 tu es probablement dans les eaux de ce qu'un avocat de tous les jours peut faire, dépendant de l'expérience, évidemment. Puis il y en a beaucoup qui sont... il y en a qui sont à 0 puis il y en a qui sont dans des chiffres très, très élevés. Il y en a qui font grimper, comme il y en a qui font... Exactement. On essaie de corriger la situation. On essaie d'expliquer de plus en plus c'est quoi le métier très précisément d'avocat. Puis comme tu sais, la plupart d'entre nous sont dans des bureaux soit à fusionner des compagnies, à aider les gens de toutes sortes de façons. Puis à peu près 15 à 20 des avocats qui plaident seulement, qui sont devant les tribunaux. Donc tout ça, on essaie de le démystifier, puis parfois même en venant s'asseoir sur un divan jaune. C'est quand même pas rien. Je te remercie pour ça. Le barreau prend position aussi parfois sur des sujets politico-judiciaires, c'est pas strictement sur le système de justice. Récemment, 6 ordres professionnels, dont le barreau du Québec, ont demandé au gouvernement québécois de faire un renvoi en cour d'appel. Sans entrer dans les technicalités, on demande à la cour d'appel de prendre une décision, d'évaluer la portée de la loi sur l'aide médicale à mourir. Pourquoi vous avez fait ça, en fait? Parce qu'il y a déjà un recours qui est entrepris. Ouais. Bien, écoute, on en parle un peu plus tôt, la question de protection du public. Hein, c'est notre mission à 100 donc là, on voit qu'il y a des gens au Québec, un peu partout aussi, en Ontario, en Colombie-Britannique, qui sont obligés d'assumer
peut-être les honoraires, mais surtout le temps de cette procédure-là. Et donc, on pense qu'en tant que collectivité, en tant que gouvernement, toi, moi, tout le monde, on peut assumer ce fardeau-là pour ces gens qui sont par définition très vulnérables. C'est une situation très difficile, ça pourrait nous arriver à n'importe qui, et tant qu'on clarifie cette loi-là. Et puis là, on a demandé au gouvernement du Québec de faire un renvoi en cour d'appel pour clarifier la question de la constitutionnalité là-dessus. Je pense que c'est quelque chose d'important. Quand on regarde le budget québécois ou le budget fédéral, on voit, et je pense que le terme n'est pas trop fort, que la justice est clairement, surtout peut-être au Québec, là, en rapport à la santé et l'éducation, clairement l'enfant pauvre de ces budgets-là. Comment tu qualifies ça? Comment tu expliques ça peut-être? Oui, donc à peu près 45 % du budget qui est en santé au Québec, à peu près 25 % en éducation et 1,3 % en justice. C'est trop peu, OK? Je vais toujours militer pour qu'on augmente le budget en justice, mais dans le fond, toi et moi, on est passé par le système d'éducation pendant la plus grande partie de notre vie, c'est normal, il y a beaucoup de ressources qui sont là-dedans. En santé, on le visite une fois de temps en temps, peut-être plus longtemps à un certain moment donné. Tandis que le système de justice, bien, tu rentres une fois, tu en sors, tu rentres. Donc, c'est un peu normal qu'il soit moins gros que les deux autres, mais j'ai toujours milité pour plus d'argent en justice, c'est sûr. Et si je te posais la question peut-être plus vague, plus ouverte. Ouais. Le rêve de Grondin sur la conception idéale d'un système de justice dans 20-30 ans par Grondin. C'est qu'on passe beaucoup moins... moins... il n'y a pas de limite budgétaire. Ouais. OK, mais moi je pense que même dans le budget actuel, on pourrait le faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de temps qui soit passé par dossier, puis qu'on puisse faire plus de dossiers par avocat ou par avocate, par exemple, puis qu'on arrive plus rapidement au procès. Tu sollicites un nouveau mandat? Oui. C'est décidé? Je vais me représenter là, pour un deuxième mandat de 2 ans. Alors, Paul Mathieu, merci 100 fois. Bonne chance pour ton élection, et puis à bientôt. Tout bon. Salut.